cette présentation faite par Karine Dutheil. Elle est enseignante-chercheur à l'INSEE. Elle est spécialisée en sciences du langage et en sciences de l'information et de la communication. Elle est rattachée au laboratoire CERES de l'Université de Limoges et ses recherches portent sur le discours institutionnel et ses reconfigurations via les interfaces numériques. Elle s'intéresse tout particulièrement au traitement des crises sanitaires ainsi qu'aux textes sur l'olympisme et ses valeurs. Elle se spécialise en sémantique, en sémiotique, en communication, linguistique, sciences du langage, sciences de l'information et de la communication. Alors voilà, Karine, la parole est à vous. Parfait, merci, merci beaucoup. Je tiens d'ailleurs à remercier l'ensemble des organisateurs et puis tout particulièrement Éric Trudel pour son invitation. Le travail que je vais présenter ici s'inscrit dans le cadre plus général du projet Locomotive, linguistique orientée motivation sportive, c'est la signification de l'acronyme, dirigé par Julien Longhi à Cergy. Ce projet vise à analyser des discours issus de pratiques sportives comme les forums, réseaux sociaux, les applications dédiées au sport, ainsi que des discours traitant du sport, discours politiques, institutionnels, olympiens, etc. Alors, il s'agit notamment sur le réseau Strava, peut-être que vous connaissez cette application, de questionner les stratégies de dénomination des performances des sportifs, amateurs et professionnels, c'est-à-dire la façon dont ces pratiquants désignent leurs séances sportives du jour. Pardon. Le projet traite également des discours institutionnels émanant d'instances olympiques, et c'est dans cet ancrage que se situe l'étude que je vais présenter ici. Alors, en me centrant sur les valeurs de l'olympisme et la façon dont elles sont mises en discours et polarisées, le corpus d'analyse est homogène du point de vue du statut des énoncés, puisqu'il s'agit de différents textes institutionnels, chartes et codes essentiellement. Et dans cette communication, nous verrons comment les textes qui régissent l'olympisme formulent une topique instituante et comment le sens des valeurs, leurs molécules sémiques, évolue et se reconfigure à travers l'actualisation discursive. Alors voilà le plan en 3 parties que vous avez sous les yeux. Donc la première partie sur l'olympisme comme patrimoine, canon et vulgate, je vais expliquer ces items. Hérité de l'Antiquité, comme vous le savez, l'olympisme moderne a fait l'objet, depuis sa conception, d'une véritable patrimonialisation. En témoigne déjà l'utilisation systématique d'une majuscule sur ce terme, appréhendée comme une notion élaborée par Pierre de Coubertin. C'est ce que rappelle le préambule de la Charte olympique. L'olympisme moderne, vous l'avez à l'écran, a été conçu par Pierre de Coubertin, à l'initiative duquel le Congrès international athlétique de Paris s'est réuni en juin 1894. Par ailleurs, dans la rubrique « Définir l'olympisme » du site France Olympique, on peut lire également que le terme d'olympisme désigne l'idéal institutionnalisé du mouvement olympique. L'acte de nomination, qui précède la dénomination, si je cite Cibot 2001, est fondateur et l'intentionnalité qui lui est associée participe de la définition sémantique et de la portée sémiotique de la lexie créée. Sur le plan discursif, olympisme cristallise en son sein une véritable philosophie porteuse de valeurs axiologiques. On retrouve là la composante thématique de François Rastier de la sémantique interprétative, à travers la topique, les molécules sémiques construites. Valeurs axiologiques associées à des modalités. On retrouve aussi la composante dialogique à travers les mondes et les foyers énonciatifs créés, mais aussi associée à des motifs narratifs. Ici, vous aurez compris la composante dialectique avec les agonistes, les acteurs, les actants, les fonctions. Alors, sur le plan de la pratique sociale, l'existence d'organes internes, la pratique sociale au sens donnée par la sémantique interprétative de François Rastier, l'existence d'organes internes, d'instances qui fédèrent l'olympisme tel que le CIO et les fédérations internationales participent de l'édification de l'olympisme, tout comme la création du centre d'études olympiques du CIO, mais aussi du musée olympique, ou encore des archives de la World Olympic Library, ainsi que des collections du patrimoine du CIO qui archivent les artefacts olympiques, les enregistrements vidéo et sonores, les photographies, et la mémoire administrative du CIO. Par ailleurs, une fondation olympique pour la culture et le patrimoine œuvre pour la promotion et la diffusion internationale de l'olympisme. Témoignent également de cette patrimonialisation les symboles, le drapeau, les anneaux, la flamme, la devise olympique, Citius, Altius, Fortius, les 3 mots latins adoptés en 1894, date de la création du CIO, auxquels s'ajoute depuis 2021
communautaire pour traduire l'item ensemble de la nouvelle devise olympique. Et il y a également, outre cette devise et ces symboles, des rituels, ainsi que des cérémonies solennelles ancrées dans l'esprit des Olympiades antiques et conservées dans le temps. En raison de cet héritage, le mouvement olympique moderne affiche des affinités idéologiques et spirituelles avec l'Antiquité. Notons que l'Académie internationale olympique est fondée sur le site originel des Jeux olympiques, c'est-à-dire le sanctuaire d'Ancienne Olympie, le lieu des premières Olympiades. Le thème de la paix, hérité de la trêve, est au cœur de l'appel de Coubertin et cette thématique est très marquée dans les textes contemporains relevant de l'olympisme. Alors je cite un texte, une déclaration de 1892, alors il y a beaucoup plus contemporain bien sûr dans les revues olympiques, mais c'est intéressant d'écouter, de lire dans cette déclaration ceci: exportons des rameurs, des coureurs, des escrimeurs, voilà le libre-échange de l'avenir, et le jour où il sera introduit dans les mœurs de la vieille Europe, la cause de la paix aura reçu un nouvel et puissant appui. Le but du mouvement olympique moderne est ainsi de contribuer à la construction d'un monde meilleur et pacifique en éduquant la jeunesse par le biais d'une pratique sportive en accord avec l'olympisme et ses valeurs. Notons également que le CIO a établi en juillet 2000 une fondation internationale pour la trêve olympique, la FITO, dans le but de promouvoir la paix par le sport et l'idéal olympique. La dimension religieuse ne disparaît pas complètement non plus de l'olympisme moderne, puisque l'ancienne Olympie reste, dans les écrits de Coubertin, la source d'inspiration des Jeux olympiques de l'ère moderne. Je citerai Coubertin 1906. De même que l'athlétisme antique, l'athlétisme moderne est une religion, un culte, un essor passionnel susceptible d'aller du jeu à l'héroïsme. Mais le plus grand témoin de cette patrimonialisation reste l'inscription depuis 2019 de l'esprit olympique à l'inventaire national du patrimoine culturel immatériel en France, étape clé avant une inscription au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, voulu par le COJO Paris 2024 pour les Jeux olympiques à Paris. Ainsi, alors sans entrer dans l'analyse des rapports complexes entre les adaptations contemporaines du CIO, les écrits de Coubertin, nous pouvons considérer le patrimoine olympique et à travers lui l'œuvre octoriale de Coubertin, mais aussi les chartes et textes officiels qui régissent et structurent l'olympisme moderne comme une topique instituante, un canon au sens de Sarfati, dont je mets la citation à l'écran. Les manuels éducatifs, fort nombreux, les outils pédagogiques, soit de Coubertin ou les outils actuels, les programmes tels que le PEVO, le programme d'éducation aux valeurs olympiques, peuvent alors être considérés comme transmettant la vulgate, la topique instituée, visant à appliquer, à diffuser les valeurs olympiques. Ce sont ces valeurs et les modalités qui leur sont associées, construites dans et par le discours que nous allons étudier. Alors, je me permets une homologation. Sur le plan des zones dites anthropiques de l'entour humain, je cite Rastier 2002, c'est-à-dire du monde sémiotique, on peut considérer que l'héritage antique se situe dans la zone distale, la zone d'étrangeté, l'olympisme moderne dans la zone proximale, la zone d'adjacence, et la pratique sportive dans la zone identitaire, la zone de coïncidence. Alors, sur la représentation suivante, vous voyez vulgate et canon qui sont associés à ces éléments. La zone identitaire correspond à la pratique sportive, comme je disais. La zone proximale renvoie à l'olympisme. La frontière empirique repose sur la vulgate, faite de manuels, de guides, de programmes pédagogiques. La zone de distale, qui correspond quant à elle à l'Antiquité, à Olympie, entre elle et la zone proximale, une frontière transcendante qui est habitée par le canon, fait de chartes, de codes, de textes officiels. Alors, cette projection permet de mesurer la dimension culturelle de l'olympisme et son ancrage dans la société, l'institution et l'imaginaire collectif. La construction des valeurs de l'olympisme s'inscrit pleinement dans la pratique institutionnelle de l'olympisme, organisationnelle, fonctionnelle et opérationnelle, et dans les discours servant à promouvoir l'olympisme, qu'il soit numérique ou textuel classique. Le statut du discours constituant implique de fonder sans être fondé. Cette spécificité se retrouve dans les chartes. Alors, je vais citer Minguenot et Cossutta 95, qui souligne que les discours constituants mettent en œuvre une même fonction dans la production symbolique d'une société, une fonction que nous pourrions dire d'archéion,
Pour eux, l'Archéion associe ainsi intimement le travail de fondation dans et par le discours, la détermination d'un lieu associé à un corps d'énonciateur consacré et une élaboration de la mémoire. Comme l'indiquent Minguenot et Cossutta, vous avez la citation à l'écran, les formes énonciatives n'y sont pas un simple vecteur d'idées, elles représentent l'institution dans le discours en même temps qu'elles façonnent en le légitimant l'univers social où elles viennent s'inscrire. Les chartes relèvent de ce type de discours et l'Archéion renvoie à la communauté du sport, des instances du sport et des sportifs pour finir par essaimer dans la société et conquérir l'humanité tout entière. La notion de mémoire est intéressante et l'on trouve par exemple dans la charte de l'UNESCO, la charte internationale de l'éducation physique, de l'activité physique et du sport, des préceptes rappelés en préambule qui circonscrivent déjà l'adhésion supposée à cette topique mémorisée, entérinée. Cette mémoire est ce que Charodot 2001 appelle la mémoire des discours, constituée autour des savoirs de connaissances et de croyances sur le monde et qui forment une communauté discursive. Les textes, tels que les chartes, font appel à cette communauté et Charodot précise que les croyances correspondent moins à une tentative d'intelligibilité du monde qu'à une tentative d'évaluation de celui-ci quant à son bien fondé et d'appréciation quant à son effet sur l'homme et ses règles de vie. Aussi, ces croyances relèvent donc de jugements qui contribuent à fabriquer des normes de référence à l'aune desquelles seront évalués les comportements des individus. Les textes institutionnels entérinent un univers de valeurs et de croyances autour de ce que symbolise, devrait symboliser le sport, et ces textes définissent les comportements dignes de s'inscrire dans le mouvement olympique. Alors, je vais prendre simplement ici un extrait de la charte de l'UNESCO. Vous voyez que vous avez plusieurs articles et au début de ces articles, vous avez un mot en italique, rappelant, convaincu, alors rappelant que la Charte des Nations Unies proclame la foi des peuples, je ne vais pas tout lire, rappelant qu'au terme de la Déclaration universelle des droits de l'homme, etc., vous avez insistant aussi, puis je ne vais pas tout citer, et dans le 13e article, vous avez proclame et engage, les deux verbes que vous voyez à l'écran. Alors, proclame la présente charte internationale qui met l'éducation physique, l'activité physique et le sport au service du développement humain et engage chacun et chacune, et là la citation, l'énumération est longue, je vous laisse l'apprécier, en particulier les gouvernements, les organisations intergouvernementales, les organisations sportives, les entités non gouvernementales, le monde des affaires, les médias, les éducateurs, les chercheurs, les professionnels du sport et les bénévoles, les sportifs et leur personnel d'encadrement, les arbitres, les familles, ainsi que les spectateurs, à s'engager à respecter la présente charte et à la diffuser, de sorte que ces principes deviennent une réalité pour l'ensemble des êtres humains. Alors, je n'ai pas le temps de développer autour de la sémiosphère de Lotman, il y aurait des choses intéressantes du point de vue des représentations mentales et de la réalité du monde physique. Alors, dans cet extrait de la charte de l'UNESCO, l'utilisation de l'italique et de formes verbales au participe au début de chaque phrase souligne le caractère martelant du discours. Je n'ai donné qu'un extrait. Ces points sont censés être partagés pour garantir le contenu, l'adhésion et l'application de la dite charte. Et la dimension performative est visible dans le final. Les verbes proclamer et engager, énoncés au présent de l'indicatif, affichent leur force illocutoire. On repère l'intention par locutoire, bien évidemment, que l'on critique ou pas la dimension idéologique, ça je n'en traiterai pas ici. La cohérence pragmatique est manifeste, puisque le texte met à la portée de l'interprète l'action langagière engagée, le macro-acte de langage explicite qui consiste à agir dans le sens des principes énoncés et à les diffuser autour de soi, c'est-à-dire à incarner l'olympisme. Intéressons-nous maintenant aux antivaleurs que sont le dopage, la triche et à ces contractes que sont la lutte et le combat. Dans la charte de l'UNESCO est évoquée une forte menace pesant sur la valeur d'intégrité. L'intégrité y apparaît comme une valeur essentielle qu'il faut protéger. Notons d'ailleurs que cette valeur n'apparaît pas comme telle dans la charte olympique. Ce système oppositif renforce l'importance de ce qui rallie le camp des justes, une topique instituée et des schémas comportementaux partagés, des signes de ralliement, la volonté de lutter ensemble contre le mal, identifié comme tel. L'ennemi est nommé, le combat est avant tout un combat éthique, basculé ou non dans la triche, la corruption, le dopage. Je n'évoquerai pas non plus, bien évidemment, tout ce qui tourne autour du CIO et des affaires de corruption ou autres négociations.
Alors, je prends plutôt, je vais regarder plutôt le vocabulaire qui est associé à ces antivaleurs, qui relève, comme je disais, du champ du combat et de la protection active. Vous avez ici, toujours dans la charte de l'UNESCO, l'article 10, la sauvegarde et la promotion de l'intégrité des valeurs éthiques de l'éducation physique, de l'activité physique et du sport doivent être pour tous une préoccupation permanente. Alors, l'énumération à 3 termes ici, d'éducation physique, activité physique et de sport, mériterait bien sûr commentaire, puisqu'il y a des nuances entre les 3 items. Il n'y a pas ici l'olympisme, donc il y aurait aussi bien sûr à commenter. Toutes les formes d'éducation physique, d'activité physique et de sport doivent être protégées contre les dérives. Et vous voyez qu'il s'agit de lutter pour ne pas qu'il y ait une compromission de la crédibilité, de l'intégrité de l'éducation physique, de l'activité physique et du sport. Et tout à la fin, vous avez les acteurs, donc à nouveau les participants, les arbitres, les pouvoirs publics, les institutions, etc., doivent collaborer pour apporter une réponse coordonnée aux menaces pesant sur l'intégrité. Je n'évoquerai pas aussi le nombre d'occurrences qui sont très nombreuses de la modalité déontique, du devoir. On a beaucoup de devoirs, on a des droits, mais on a aussi beaucoup de devoirs. Aucun effort ne doit être épargné pour combattre les conséquences néfastes du dopage et pour protéger les aptitudes, le bien-être physique, etc. Donc, dans la charte de l'UNESCO, les éléments sont énoncés comme des sentences, des maximes générales, qu'il s'agit de suivre pour incarner ce qui est dit, ce qui est inscrit. Et les discours sur les valeurs configurent ainsi une doxa recourant à une axiologie positive des valeurs de l'olympisme ou du sport, si on veut, pour simplifier, et une axiologie négative, vous l'aurez compris, des contre-valeurs de l'olympisme que sont la triche, le dopage ou l'hypercompétition, la corruption, etc. Rappelons qu'au départ, l'olympisme était associé à l'amateurisme. Aussi, ça pourrait être très discuté. Cette doxa est censée être partagée par la communauté des sportifs, à commencer par les sportifs de haut niveau qui participent aux Jeux olympiques. Donc, on a, si vous voulez, ici, une représentation des valeurs de l'olympisme en termes d'idéal et de normalisation. Alors, je les ai mises comme des éléments qui mériteraient d'être associés à une molécule sémique. Vous avez respect, excellence, amitié, fair play. Molécule sémique constituée à travers les textes, bien évidemment, avec tout ce qui est co-occurrence et tout ce qui est contexte environnement qui environne ces termes. Vous avez l'axiologie bien sûr négative et les antivaleurs qui servent de repoussoir comme la discrimination ou encore la violence que je n'avais pas citée. Alors, pour repérer plus finement et pour finir cette communication, le système de valeurs en jeu, c'est-à-dire la composante thématique finalement, et les acteurs engagés, la composante dialectique, on a analysé un corpus de textes unifiés, comme je le disais tout à l'heure, du point de vue des genres, avec des textes institutionnels, des chartes, des codes, des conventions. Alors, ce qui est intéressant dans un premier temps, alors je précise que j'ai utilisé le logiciel de statistique textuelle Iramutech. On a obtenu le classement des formes actives, principalement composées de substantifs, puisque les prépositions, articles ou pronoms n'en font pas partie. Donc ici, vous avez les formes actives. Vous voyez que le terme valeur arrive en 8e position, avec plus de 80 occurrences sur ce corpus. Derrière sportif, sport, dopage, organisation, antidopage, règles et compétitions. Éthique, qui se classe en 15e position. Principe en 19e. Et il est intéressant de repérer que l'on trouve des termes relatifs aux interdits aussi. Le terme interdit qui apparaît 47 fois, à savoir les paris sportifs, le dopage et substances illicites. On note également que les termes en lien avec les règles, l'engagement, la pratique, le code et le respect sont dans les mêmes fréquences. Et on a un système oppositif, dopage versus antidopage, qui apparaît dans les spécificités lexicales. Alors, c'est un peu tassé ici, ce nuage de mots, mais si l'on représente le vocabulaire du corpus, on obtient ce nuage qui peut permettre d'illustrer la chose. On repère également des fréquences élevées pour tricherie, trucage, manipulation, corruption, mais aussi intégrité, obligation, engagement, éducation, exemplaire, responsabilité, lutte, autorité, déontologie, conduite, mais aussi conscience. Ce système manichéen de polarité opposée, négative versus positive, inversement, est prégnant dans les textes de notre corpus, peut-être pour simplifier la donne. Un vocabulaire renvoyant à l'institution et à son pouvoir de contrôle et d'encadrement est très marqué également,
avec des termes comme règlement, cadre, code, loi, charte, contrôle, droit, méthode, discipline. Les acteurs pour assumer ces rôles sont principalement l'institution, les membres, les pratiquants, les dirigeants, fédération, gouvernance, club, responsables, entraîneurs, athlètes. Ces acteurs, parties prenantes, sont autant de figures agissantes au sein du domaine sportif. Alors, j'ai fait aussi une projection du schéma narratif canonique à la Grémas-Courtès. Ça ne servirait à rien de le présenter ici, mais on retrouve des adjuvants, des opposants, bien sûr, dans cette quête de l'esprit olympique. Parmi les 3 grandes valeurs de l'olympisme, c'est le respect qui arrive largement en tête, et on dénombre 49 occurrences pour respect. Le graphe ici montre l'environnement lexical dense associé à cette valeur respect. Les 3 valeurs olympiques sont le respect, l'excellence et l'amitié, avec des synonymes, comme le fair play, par exemple. Je n'aurai pas ici le temps de commenter. Donc, vous voyez ici la projection pour respect. Concernant les 2 autres valeurs de l'olympisme, excellence, n'apparaît pas dans la charte de l'olympisme. Et l'amitié apparaît une seule fois. Donc, ça veut dire qu'on va retrouver ces valeurs dans d'autres textes institutionnels, mais pas dans la charte olympique qui est éditée régulièrement, pas tous les ans, mais régulièrement, dès qu'il y a une petite modification, elle est réactualisée. Je cite Amitié dans la charte de l'olympisme de 2020. La pratique du sport est un droit de l'homme. On parlait de devoir tout à l'heure, il y a aussi des droits. Chaque individu doit avoir la possibilité de faire du sport sans discrimination d'aucune sorte et dans l'esprit olympique qui exige la compréhension mutuelle, l'esprit d'amitié, de solidarité, de fair play. On a beaucoup de discours à l'heure actuelle sur l'inclusion. Donc, je pourrais en discuter avec vous par la suite, mais là, je dois terminer. Une deuxième démarche après cette analyse globale, et c'est là que j'en viens, peut consister à zoomer sur certains termes spécifiques. À partir de ceci, il est possible de générer des sous-corpus spécifiques liés à ces termes, de créer des analyses de similitudes qui nous permettent de visualiser les associations de ces mots avec d'autres mots. Alors, en lien avec notre problématique, on a questionné valeur, dopage, antidopage, éthique. Voilà l'analyse de similitude du lemme valeur. Vous avez cette image ici, associée au sport. Une richesse de vocabulaire autour de ce terme, même si une association est privilégiée, le sport que vous voyez ici, avec le lien qui est plus comment dire, visible. L'intérêt de cette visualisation est de repérer des communautés de vocabulaire. Dans l'association entre valeurs et sport, on a des termes comme esprit, responsabilité, institution, éducatif, éducateur, les verbes défendre, encadrer. Il s'agit en somme de préserver l'esprit sportif, de protéger les pratiquants. Et les valeurs du sport sont vectrices d'un lexique positif où l'on retrouve la promotion, la loyauté, l'éducation, la solidarité, l'épanouissement, la morale, l'exemplarité, ainsi que tout un vocabulaire lié à l'action au sein de la société. Propager, défendre, promouvoir, etc. Le terme dopage témoigne d'une diversité de vocabulaire dans son environnement et on peut lire des termes renvoyant aux actions de lutte et de prévention. On peut lire également des termes qui dévoilent les infractions, violence, violation, risque, substance, gravité, ainsi que le caractère punitif de cette pratique interdite et dangereuse, conséquences, encourir, sanctions. Le terme antidopage renvoie quant à lui aux mesures prises par l'encadrement et à la juridiction. Je parlais de schéma narratif tout à l'heure. Quand on arrive à la sanction, elle peut être négative. Code, respect, méthode, contrôle et règles rappellent le cadre mondial de lutte contre le dopage qui fédère les acteurs du sport. L'éthique est associée à ces mêmes éléments et l'on notera une branche éloignée évoquant la manipulation. Vous le voyez ici, souligné, la tricherie, le trucage, qui sont autant de repoussoirs par rapport à l'idéal olympique et sportif. En conclusion, l'olympisme dépasse la seule pratique du sport, vous l'aurez compris, pour se répandre, en tout cas c'est une volonté, dans la vie quotidienne en tant que nécessaire équilibre individuel et collectif. Charte olympique 2020 que je cite, le but de l'olympisme est de mettre le sport au service du développement harmonieux de l'humanité en vue de promouvoir une société pacifique, soucieuse de préserver la dignité humaine. L'objectif est ainsi de parvenir à un équilibre sociétal, garant d'une entente entre les individus, même entre les peuples. Il s'agit de mettre le sport au service de l'humanité, de promouvoir ainsi la paix. N'oublions pas qu'il y a aussi une équipe qui représente les pays, les athlètes qui n'ont pas d'équipe olympique et qui fédèrent. Le mouvement olympique représente ainsi de manière holistique un système de valeurs qui se traduit en actes et en contractes et auquel on appartient.
L'appartenance au mouvement olympique exige le respect de la charte olympique et la reconnaissance par le CIO. Je cite à nouveau la charte olympique. L'olympisme possède alors toutes les caractéristiques d'une véritable forme de vie, avec ses modes d'action, le mouvement olympique, ses croyances, tradition de l'olympisme comme patrimoine, ses valeurs, ses finalités, ses institutions, le CIO, le CNO, les fédérations, ses symboles, flammes, hymnes, drapeaux, devises, ses acteurs, athlètes, pratiquants, juges, fédéraux, arbitres, entraîneurs, etc. Et c'est bien ce que l'on perçoit dans cette définition de l'olympisme finale, qui est dans la charte olympique et qui est reprise dans toutes les chartes, dans toutes les éditions. L'olympisme est une philosophie de vie exaltant et combinant en un ensemble équilibré les qualités du corps, de la volonté et de l'esprit, alliant le sport, la culture et l'éducation. L'olympisme se veut créateur d'un style de vie fondé sur la joie dans l'effort, la valeur éducative du bon exemple, la responsabilité sociale et le respect des principes éthiques fondamentaux universels. Alors, je termine là-dessus. Il y aurait beaucoup de choses à dire puisque nous sommes bien évidemment en plein dans le discours olympien avec Paris 2024, mais il est temps de vous montrer la biblio et de laisser place à la discussion. Merci à vous de votre attention.